Alejandro et Manu, comment avez-vous vécu cette finale? Alejandro, vous étiez confiant? J'étais confiant, un peu moins après la composition de l'équipe parce que j'ai pensé que l'Argentine allait avoir un milieu renforcé pour tenir tête un peu aux Espagnols, et je pense que Scaloni a fait la même erreur que Deschamps. C'est-à-dire, il a aligné une équipe plutôt offensive, mais le résultat est que l'Argentine a été très vite coupée en deux. Les attaquants ont été sévrés de ballon et les défenseurs voyaient déferler les vagues espagnoles qui étaient pas très dangereuses, mais qui quand même les obligeaient à courir beaucoup. Manu, vous avez parce que on a dû jouer 120 minutes, c'était quand même une mini torture pour les supporters. Ouais, surtout qu'on pensait au tir au but et au Dibu Martinez, et là c'était pas du tout agréable. On sait qui c'est. Ouais, je crois que la victoire est méritée pour l'Espagne, qui a fait un tournoi avec une dynamique positive. Les premiers matchs qui étaient les pires et qui a fini probablement avec, je sais pas si son meilleur match, peut-être face à la France, était beaucoup plus visible et cette dominance, mais en tout cas, et là avait un rival qui avait une autre chose, que c'était ce savoir-faire quand les matchs sont compliqués, et qu'il a montré aussi. Donc, c'est mérité. Pas que les matchs, mais tous les tournois. C'est pour l'équipe qui a fait le plus beau foot. C'est une équipe qui a montré une unité sans doute exceptionnelle, donc qui, je crois, qui rend heureux tous les supporters du foot. Et vous, messieurs, comment vous l'avez vécu? Moi, j'ai trouvé sur un strict plan footballistique, disons, parce que moi j'étais neutre, je suis, c'est pas mes équipes. Vous êtes ni espagnol ni argentin. Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était sans doute la pire finale depuis 90. Et que l'Argentine avait perdu une fois de plus, mais pas pour les mêmes raisons. Donc ça, on pourra développer. Je trouve aussi que l'Espagne a mérité sa victoire, parce que des deux équipes, c'est elle qui a le plus joué son jeu pendant cette finale. L'Espagne a fait ce qu'on attendait d'elle. L'Argentine finit ce match sans tir au but. Donc c'est un déni un peu de ce qu'elle peut faire, parce qu'on peut critiquer l'Argentine sur l'excès d'engagement parfois, la roublardise, le vice, mais c'est une équipe qui produisait du jeu. C'est une équipe qui mettait presque 3 buts en moyenne par match, et là on n'a rien vu de tout ça. Oui. Nabil, comme une série espagnole, la Casa des Papel. J'étais en attente du braquage et du hold-up argentin, tout simplement parce que les Espagnols, effectivement, avaient une maîtrise absolue. Je me disais à un moment ou à un autre, de toute façon, les Argentins, ils vont sur un coup de patte ou quelque chose comme ça, ils vont réussir à mettre un but. C'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est vrai que c'était pas la plus belle finale, mais les finales, c'est peu importe qu'elles soient belles ou pas, les finales, il faut les gagner. Exactement. Certes. Cédric de Oliveira, bonjour à vous, il faut vous dire, je crois, buenos dias. Buenas, ça se dit ça. Buenas, non, ça se dit, comme ça. La version courte, ouais, buenas. Cédric, vous aviez le privilège d'être dans ce stade de New York et de suivre le match. Comment vous l'avez vécu, vous qui le commentiez? Est-ce que vous sentiez quand même venir l'Espagne, ou vous avez eu des doutes aussi? Des doutes, non, parce que, des doutes peut-être à la fin, mais c'est vrai que l'Espagne a archi dominé comme elle a dominé la compétition. Le seul bémol que je mettrais à cette équipe d'Espagne, qui est formidable dans sa façon de jouer, dans sa capacité à jouer entre les lignes, techniquement c'est parfait, Rodri il est impeccable, il y a des joueurs qui font à chaque fois le geste juste, c'est que vraiment ils ont un souci de numéro 9, ils ont un souci d'attaquant, et ça a bien failli en fait leur coûter une Coupe du Monde, parce qu'à un moment donné, quand ça se rapproche et que on se dit effectivement que l'Argentine est capable d'aller pousser l'Espagne, même avec un plan de jeu minimaliste au possible, c'était la finale la plus déséquilibrée que moi j'ai vue de mon vivant, même si vous êtes jeune. Je suis encore assez jeune, voilà. Mais c'est voilà, et c'est pas un hasard finalement que ce soit quelqu'un comme Ferran Torres, qui avait pas mis un but du tournoi, qui est arrivé critiqué dans son club, dans la sélection, qui vienne marquer, qui viennent prendre le costume de héros. Ça veut bien dire qu'en fait il y a pas de numéro 9, et voilà, l'Espagne a failli payer cher. On s'est dit, il manque un Kylian Mbappé sur ce terrain quand même, quel que soit le côté. Oui et non, dans le sens, en fait, c'est pas qu'il manque un numéro 1, numéro 9, c'est surtout qu'il a manqué des ailiers performants et qui font des stats. Ce qui leur a été arrivé en 2024, parce qu'en 2024, il n'y avait pas plus de numéro 9 que ça. Mais tu avais un Nico Williams et un Lamine Yamal qui étaient à un autre niveau. Et donc, ils ont quand même réussi à gagner sans avoir des ailiers extraordinaires et sans grand numéro 9. C'est dire quand même la qualité de cette équipe.
dire, là ils ont 20 tirs, ils finissent par marquer à la 106e. C'est bien qu'il y a un problème d'efficacité. Donc oui, que les excentrés réglés en règle générale. Ah bah oui, si tu veux, mais derrière, là en tout cas sur ce match-là et cette compétition-là, il y avait c'était quand même là où ça posait problème. Alors en tout cas, les campeones, eh bien ils sont sur le sol espagnol, ils sont rentrés avec la coupe à la maison, hein, vous connaissez le refrain. C'était en début d'après-midi, leur trophée donc était brandi bien haut par le capitaine Rodri. Tiene que ser. Rodri, el mejor jugador del mundo. De capitán. De la Fuente, Luzán. Luis de la Fuente. La Copa ya está en España, amigos. Toma, España. Bon alors c'est la télévision espagnole et le fameux programme El Chiringuito qui s'amusait de les voir rentrer. Le maître à penser en tout cas de cette sélection, il était à côté de Rodri, c'est Luis de la Fuente hein, qui les connaît, ces joueurs, qui les suit depuis longtemps. À votre micro justement, Cédric, il se montrait fier de ce groupe qu'il couve tant. Especialmente mucho orgullo. Je ressens avant tout de la fierté, une immense fierté. Une fierté envers cette génération de footballeurs qui a grandi avec cette philosophie, qui lui est restée fidèle et qui l'a appliquée à la perfection, donnant l'exemple de ce que signifie former un groupe, une équipe, une famille de grands footballeurs au talent et au potentiel exceptionnel. Et par-dessus tout, la fierté de les avoir accompagnés dans cette aventure. On a beaucoup discuté avec les joueurs, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils avaient tout gagné. C'est merveilleux. Cette génération est un exemple pour le sport espagnol, pour sa jeunesse et même pour toute l'Espagne. Ensemble, on est plus fort que personne n'en doute. Juntos somos más fuertes, eso que no le quepa duda a nadie. Et il y a beaucoup de champions dans cette équipe parce qu'ils sont non seulement champions du monde, mais ils ont été champions d'Europe il y a 2 ans. Ils ont gagné la Ligue des Nations. Il y en a qui ont été champions d'Europe dans leur club. Donc c'est assez exceptionnel. On pense évidemment à Fabián Ruiz. Vous avez aimé ce but, oui, parce Patrick? Que je trouve qu'en fait ce but ne ressemble pas au but habituel que marque la Roja. C'est presque un but à l'anglaise, c'est-à-dire un centre en cloche qui lobe la défense, une remise de la tête assez, faut être bien gainé pour faire cette remise qu'a fait Nico Williams, qu'on disait un peu juste physiquement. Là, je trouve qu'il a eu le tonus qu'il fallait. Son entrée était très intéressante. Et la frappe, ça rappelle un peu Chris Sutton, Alan Shearer, Blackburn Rovers 95. Non, mais et ça, je trouve que c'est de l'intelligence de la part des Espagnols parce que ils ont forcé leur nature. Ils ont bien vu que leur jeu combiné classique, ça n'avait pas fonctionné. Il manquait un petit quelque chose. Et ils ont essayé de passer autrement, de lober la défense, de la prendre à revers d'une autre manière, et ça a marché. Donc moi je dis bravo, c'est un signe pour moi de suprême intelligence. En fait. Il fallait frapper comme ça parce que il y avait beaucoup d'Argentins entre Ferran Torres et le but, donc il fallait vraiment une frappe puissante. Il y a le côté coup de pied dans la fourmilière en fait. Oui, et je suis content pour lui parce que c'est un joueur qu'on critique beaucoup et que moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il offre beaucoup de solutions à chaque fois. Mais surtout, oui, Cédric? Non, je disais juste son surnom, c'est le Tiburon. Ah oui. Alejandro, en plus, vous disiez que vous préfériez que ça s'arrête comme ça qu'avec les tirs au but que cherchaient beaucoup les Argentins. Oui, je pense que ça aurait été dommage de finir au tir au but. Ça aurait été injuste aussi pour l'Espagne parce que il a fait suffisamment d'efforts et des mérites pour l'emporter sur le terrain. Il y a ce but aussi qui est valable, parce que pour moi le but il est valable. Je crois qu'on a tous ressenti un peu ça. Non, mais enfin, moi j'ai écouté des arbitres espagnols qui disent qu'il y a on a eu une image où il marche sur dessus. Le pied de Tamendi. Ouais, enfin l'autre il nous fait un triple axel, on se croit au patinage artistique. Ah bah oui, mais Nabil, vous avez vu plus grave dans cette Coupe du Monde. Non, mais je trouve que moi il est valable et sa réaction elle est complètement disproportionnée par rapport au léger contact qu'il y a eu, mais après c'est juste mon avis. Pour moi, le but était valable. En fait, ça fait repenser à la CAN où à un moment il y a un coup de sifflet qui est donné avant la fin de l'action et du coup après l'arbitre ne veut pas revenir sur. Oui, ça c'est la finale. Ça. Exactement, avec ce but. Mais globalement, j'ai trouvé sur Monsieur Vincic, le Slovène qui a arbitré la finale, s'en est pas mal sorti parce que le match était pas simple à arbitrer. Il y avait beaucoup de mauvais coups et finalement la finale n'a pas été salie par une erreur d'arbitrage puisque l'Espagne a gagné sur un but valable. Je crois qu'il s'est rattrapé. Je crois qu'au début, au début, il a laissé jouer un peu plus, je crois, à mon avis, qu'il fallait. Et puis, vers la 60e minute, il a commencé à montrer les cartons et être un peu plus sérieux. Il a coupé tout ça qu'en fait, on a vu à la fin du match, quand il a une petite bagarre sur la pelouse. Je trouve qu'il a manqué quand même un peu de cohérence parce que les fautes argentines étaient systématiquement
sévèrement sanctionné et l'Espagne a fait presque autant de fautes que l'Argentine. Sanctionné sévèrement, et je n'ai pas vu des cartons. Il y a eu beaucoup de cartons, alors que l'Espagne n'a pas eu un seul carton, alors que Messi a subi beaucoup de fautes. Alejandro, je crois que là c'est un peu votre vision argentine Alejandro. Ouais, c'est un avis. Non, mais en fait, ce qu'on peut bien dire... tenté, bien tenté. Vous êtes bien Alejandro, mais non, pas vous, pas maintenant. Ce qu'on peut dire de cet arbitrage quand même, moi ce que j'ai quand même noté, mais bon, c'est quand même que c'est un arbitrage qui laissait globalement jouer. Oui, mais ça c'était sur toute la compétition. Mais tout en laissant globalement jouer, je pense que ça a favorisé plutôt des équipes comme l'Argentine, qui avaient tendance quand même à aller dans l'impact et l'agressivité et parfois l'excès d'engagement. Et tout en laissant jouer, les Argentins ont quand même fait 25 fautes. C'est-à-dire qu'avec un arbitrage différent, ils finissaient à 35 fautes. Ce qui est absolument énormissime, quoi, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, du coup, ils en auraient moins fait. Et peut-être que, mais les Argentins ont été malins. Ils se sont adaptés au niveau de l'arbitrage. En tout cas, l'Espagne a eu combien de fautes? 21. En tout cas, oui, mais où est-ce que les fautes ont été faites? Comment je crois que la quantité des fautes faites pas loin du but des. En tout cas, c'était un match assez haché. Martinez. Mais après, le chiffre que je retiendrai quand même et qui est pour moi le plus révélateur de la faillite argentine et du néant absolu, c'est 2 tirs. 0 cadré en 120 minutes. Quand t'es l'Argentine, quand t'es un grand pays de football comme l'Argentine, quand t'es en finale de la Coupe du Monde, tu peux pas faire des statistiques comme Curaçao, quoi. En tout cas, ils ont failli, ça a failli marcher. Oui, ça a failli marcher. Sur les cartons et les fautes, il y aura quand même eu 2 cartons rouges contre l'Argentine, un dans le match avec Enzo Fernandez, et puis finalement Paredes qui en a un. Paredes qui fait une entrée catastrophique. Il fait souvent ça. Il rentre au bout de 8 minutes, il a un carton jaune pour mauvais coup, et après. Mais d'ailleurs, son carton jaune, le premier, ça aurait pu être un rouge. Mais oui, carrément. Le coup de coude dans le dos. C'est dommage, ouais. Avant qu'on en vienne justement à pourquoi l'Argentine avait-elle été choisie, en tout cas cette tactique, Manu, racontez-nous, vous, quand même, ce but et ça a été difficile quand même pour l'Espagne. On parlait de manque peut-être d'agilité, de cadrer, il y a eu des tentatives et tout. Et c'était un peu quand même parfois caricatural de l'Espagne qui a le ballon mais qui n'arrive pas à conclure, comme on l'a vu parfois avec Barcelone. Oui, mais on revient un peu, je crois, à l'histoire du Nef, mais aussi à l'état de forme des deux ailiers. Parce que, par exemple, 2024, c'était un peu la même configuration, mais toi, Lamine Yamal et Nico Williams, tu pourrais apporter 2-3 buts chacun, et du coup, ça comble la différence de buts entre Oyarzabal et Mbappé. Je crois que c'est 5 buts de différence finalement. Oui. Après, c'est ce qui a bien fait Luis de la Fuente, c'est travailler les petites missions, les petites tâches de chaque joueur. Donc Ferran, il sait bien qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire. Nico Williams aussi, les minutes qu'il a eu, je crois qu'il a fait un magnifique travail de dire, va falloir que tu fasses ça, ça et ça. Faut pas que tu te prennes, on va dire, pour le star et que tu essayes tout. Et Merino aussi, ça c'est magnifique, voir un joueur qui a marqué 2 buts hyper importants et qui a jamais gueulé parce qu'il avait pas assez des minutes. Donc, je crois que ça fait un peu la différence. Il a su combler cette manque des buts des titulaires, de l'attaque, des 3 joueurs d'attaque, avec des remplaçants, avec un jeu plutôt collectif différent et chercher les opportunités d'une autre façon. Il y avait une bonne cohésion et ça se sentait, mais c'est aussi des joueurs qui se connaissent très bien, qui se connaissent depuis longtemps, et c'est ça aussi qui joue. Puis au sujet des ailiers, c'est vrai que les Nico Williams et Yamal étaient un peu émoussés et en retrait par rapport à l'Euro, mais en revanche, les latéraux ont pris leurs responsabilités offensives. Cucurella, on connaît, mais même Pedro Porro, c'est pour moi une des révélations de la Coupe du Monde. C'est lui qui met le centre sur le but avant la remise de Nico Williams. Donc, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont comblé un peu les manques des ailiers en montant beaucoup, en profitant de la domination espagnole intelligemment. Donc là aussi, c'est pas un hasard la victoire de l'Espagne. Et un centre, à mon avis, qui était bien cherché, qu'il savait où il envoyait les ballons. On ne sait pas quoi faire, on va envoyer les ballons, pas dans la boîte, si quelqu'un pêche quelque chose. Sinon, c'était vraiment, il cherchait les joueurs. Ouais. Alors, Alejandro, venons-en quand même à ce choix de Scaloni et aussi à cette quand même tactique. On a très vite vu que l'Argentine s'était regroupée en défense et d'ailleurs le match s'est beaucoup déroulé dans sa moitié de terrain, clairement. Est-ce que pour vous, il y a peut-être une explication sur la forme des joueurs, parce que on en voit 2, la charnière centrale qui est remplacée avant la mi-temps. Ils ont changé toute leur défense. Je pense que le problème majeur de l'Argentine venait des difficultés qu'elle a rencontrées
dès la fin du premier tour, c'est-à-dire qu'elle a dû jouer 2 fois des prolongations, 2 fois il a fallu qu'elle remonte des résultats adverses jusqu'au bout. Donc Scaloni n'avait pas fait tourner l'effectif comme il l'avait imaginé. Il avait toujours fait confiance aux titulaires habituels pour se sortir de ces mauvaises situations. Et le problème, c'est que ces titulaires sont arrivés en finale épuisés, et la blessure des 3 des défenseurs en une mi-temps explique beaucoup de choses. Il n'a pas pu faire le coaching qu'il imaginait. L'Argentine, qui savait que techniquement elle allait être dominée par l'Espagne, savait plutôt envisagé un combat plus physique, et ils n'avaient pas les moyens. Enfin, ils ont essayé. Ils ont tenu longtemps. Mais ils ont fini par craquer, et à la fin, ils étaient complètement éreintés. Et malgré ça, ils sont pas passés loin. Enfin, disons qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Et ils auraient pu réussir un hold-up parfait, mais ça aurait été totalement injuste, parce que l'Espagne n'est pas fautive de que l'Argentine ait eu ses problèmes. En plus, elle a eu un jour de repos en moins. Ils ont passé l'avant-veille du match de la finale à l'aéroport d'Atlanta parce qu'ils ne pouvaient pas décoller à cause des orages. Donc, c'est une journée perdue à l'aéroport, et tout ça, ça compte quand on prépare une finale. Mais Nabil, quand même, on disait que la victoire de l'Espagne était logique sur l'ensemble de la compétition, sur ce qu'on avait vu, sur la régularité, sur la montée en puissance, même d'un Yamal qui n'avait pas joué pratiquement le premier match. Mais là, l'Argentine, en fait, elle était impressionnante par le cœur qu'elle y mettait, par sa motivation, bien sûr. Mais pas vraiment par le jeu, par contre. Non, pas par le jeu, mais après, c'est un tournoi, c'est pas un championnat. Si c'est un championnat, évidemment, l'Espagne ou la France finissent devant l'Argentine. Mais l'Argentine, sur cette compétition-là, c'est un fournisseur officiel d'émotions. C'est-à-dire que c'est une équipe avec ses moyens qu'elle a optimisé, avec un modus operandi, avec une cohésion, avec un état d'esprit, avec de la chance. Parce que dans le football, la chance, ça compte également, un vécu commun, et puis une histoire, une culture. C'est un grand pays de football qui a gagné plusieurs Coupes du Monde. Donc en fait, qu'ils puissent eux se hisser en finale de Coupe du Monde sans être génial, c'est pas quelque chose d'incroyable. Et puis elle avait Messi qui est un côté mystique, quoi, avec ce joueur. Donc au final, c'est l'histoire d'un tournoi, et à un moment, effectivement, elle nous a fait le coup de la panne en finale, et même Messi a été en grande partie méconnaissable, privé de ballon. Même lui, là, pour le coup, il faisait ses 39 ans. Alors que jusqu'à là, on a l'impression d'avoir retrouvé un Messi à 25 ans, quoi. Cédric de Oliveira, vous aussi, vous avez eu cette sensation d'une équipe fatiguée, d'une équipe finalement en bout de course, et même Lionel Messi? De toute façon, même dès les premiers matchs coup près, dès le match du Cap-Vert, j'avais trouvé une équipe qui était très empruntée, qui avait beaucoup de mal physiquement. Et après, c'est peut-être oui, effectivement, la stratégie de Lionel Scaloni depuis quand vous prenez 17 joueurs champions du monde en 2022 avec pas mal de trentenaires, et forcément vous vous appuyez sur un groupe qui est solidaire, et ça a marché, ça a fait ses preuves dans plusieurs tours comme ça coup près, mais en finale c'était trop dur. Il a fait rentrer Otamendi, 38 ans, en finale de Coupe du Monde. Ça montre aussi qu'il n'y a pas beaucoup finalement de renouvellement aussi dans cette équipe. Peut-être qu'il a été mal préparé, peut-être que il a mal été enclenché ce renouvellement, mais l'Argentine l'a payé, et très vite on a compris que oui, ils étaient carbonisés. Après, le bilan de l'Argentine est loin d'être catastrophique, parce qu'en 2 Coupes du Monde, c'est extraordinaire d'aller en finale. Et une finale. Franchement, à leur place. Oui. Je veux dire, il faut aussi prendre un peu de hauteur. 3 finales sur les 4 dernières. Oui. Oui. C'est quand même un beau cycle. Surtout quand on compare aux autres équipes sud-américaines, l'Argentine est celle qui se tient, entre guillemets, le mieux dans le foot mondial aujourd'hui. Est-ce que l'importance peut-être de l'âge aussi des joueurs dans l'équipe espagnole a joué en faveur de cette équipe espagnole, Manu? D'un côté physique, je crois que oui, mais aussi il y a les côtés générationnels. Quand tu as des joueurs qui appartiennent plus ou moins à une génération, tu vois que les relations sont beaucoup plus fluides. Et ils ont même parlé entre eux de faire des blagues, et des types de blagues qu'ils font sur les réseaux, etc. Donc ça, le fait d'être plus jeune, dans les cas qu'ils sont tous plus jeunes, ça je crois qu'au-delà de l'aspect physique, vraiment, de pouvoir tenir mieux, voir la récupération de Nico Williams, il a fini pour moi les matchs comme s'il était apte pour jouer, quand j'imaginais pas du tout. Lamine Yamal, on a eu un peu plus de difficultés,
Mais bon, mais je crois qu'au-delà de ces côtés physiques qui est logique, non, le fait d'être plus jeune, je crois que le fait qu'il y a une génération qui est plus ou moins de la même âge, surtout une grosse partie des joueurs, ça a aussi aidé à créer une espèce d'unité. Et puis Manu, il du Barça aussi, hein. Il y a une colonne vertébrale du Barça aussi. Ça aide. Évidemment, tout ça joue un rôle important. Évidemment. Quand les Espagnols, ils te rendent chèvre, hein, ils font un taureau. Hein. Quand tu cours en plus derrière, tu es plus vieux, et en plus tu cours derrière le ballon. Et à mon avis, ils ont aussi impacté psychologiquement leurs adversaires parce qu'ils ont surclassé la France en demi-finale. Quand tu vois la demi-finale, tu te dis oh là.